et bonne version Pascal également du combo. Max, est-ce que tu es dans l'ambiance et tu as une chasse de coco en fin de semaine de prévu? Dimanche, probablement. Oh! Oui. J'ai une filleule de 2 ans de sa fête la semaine dernière. Et mon frère a officiellement dit que oui, on allait probablement, on va juste être ma blonde et les parents de la petite et moi. Donc, mon frère a dit on allait peut-être faire une petite course au coco pour Blanche. Là. Fait C'est on risque beau, de ça. faire ça. C'est cute, Max. Je suis content Oui, de hein? voir que c'est dans ta vie. Moi Salutations à tous aussi. ceux qui auront cette belle course et chasse au coco en fin de semaine. À l'âge de tes Euh, enfants, y a-t-il encore des courses au coco? ouais. Ouais. Mais ma fille, elle commence à comprendre un peu là, que Il n'y a pas de lapin. le lapin qui est venu cette année, moi, il nous a fait bien des trous sur mon terrain, mais à part ça, je pense pas qu'il cache des œufs, mais mon gars est encore là-dedans. C'est correct. C'est bien ça. Ouais, je me suis fait détruire mon terrain, c'est bizarre. Ce sera pour une autre fois, là, mais c'est pas. Ouais. Comment ça va, vous autres, à la maison pour ce gros week-end de sportif et cette fin de saison du Canadien, fin de saison dans la Ligue nationale de hockey? On a des bonnes nouvelles, Max, pour les gens et on vous le dit à chaque semaine, mais vous êtes de plus en plus nombreux également à aller vous abonner à cette page et à ce compte YouTube du Combo et à être à l'écoute aussi. Puis là, il y a un événement spécial qui s'en vient. On a la date, Max, le 24 avril prochain. 24 avril prochain au Casino de Montréal, Gonzo, on présente devant public, Oui. podcast devant public au bar Le Valais du Casino de Montréal. Soyez-y. Il risque d'avoir des belles surprises. Il risque d'avoir une émission là, bien chargée du combo et on va être très heureux de vous rencontrer pour l'ouverture des séries éliminatoires. Ah ouais, on vous donnera tous les détails dans les semaines à venir, mais tu l'as bien dit, là, des invités spéciaux. On risque de vous gâter. Le Ouais. combo est. Ouais, Max et moi, on est généreux de temps en temps. On a Fait qu'on travaillé risque de vous fort gâter. en coulisses. C'est vrai. Et on continue à travailler fort. Ça pourrait être des items très convoités, je vous dirais. Très Très intéressant. convoités. Et Très vous pourriez intéressant. peut-être même venir vous asseoir à côté de nous pour faire vos prédictions et participer au combo. Fait que ce serait bien le fun de vous voir pour ce petit rassemblement. Donc, on vous donnera tous les détails en temps et lieu, mais réservez votre journée votre soirée plutôt Ouais, du pas la journée au 24 complet. avril. Ouais, dans la journée, on ne sera pas là. Non, c'est ça, on a des jobs de jour. Ouais, c'est vrai. C'est notre job de soir, le combo. Euh, Exact. on le disait, pour vrai, Max, c'est la fin de la saison dans la Ligue nationale puis le Canadien de Montréal. Puis cette semaine, débutons avec le Canadien de Montréal et ces beaux plateaux qui sont atteints par Nick Suzuki, le capitaine. On en a parlé ici par le passé au combo, puis on vous a donné les choix pour le nombre de points pour Nick Suzuki. Mais le plateau des 30 buts pour Nick Suzuki, on attendait Cole Caulfield pour pouvoir le faire, mais on n'attendait pas le capitaine nécessairement pour le plateau des 30 buts là, cette année. Mais justement, Gonzo, je veux que tu sois honnête. Si Oui. on t'avait dit, ben, au début de l'année, parce que, bon, enfin, à n'importe quand, même le 2 ans, soyons honnêtes, si on t'avait dit que Cole Caulfield et Nick Suzuki, lequel atteindrait le plateau des 30 buts en premier, Oh. aurais-tu gagné ton pari? Non, j'aurais pas gagné mon pari. Non, hein, t'aurais dit J'aurais pas Caulfield. gagné mon pari. Je pense qu'on aurait tous pris Slav. Par contre, rappelez-vous, Slav, t'aurais pris Slav pour l'atteindre avant les deux autres? j'ai-tu dit Slav? Ouais, Excuse, t'as je dit suis en train Slav. de lire l'écran en même temps. Je voulais dire OK, Cole Caulfield. mais Cole ça aurait été une Caulfield. prédiction audacieuse. Non, mais je pensais à Suzuki puis Caulfield. Puis rappelez-vous l'année passée, je veux dire, ça a quand même été 26 buts. Puis c'est surtout le pourcentage de réussite de Nick Suzuki qui était assez impressionnant. Puis peut-être plus pour la première portion de la saison. Mais l'année passée, c'était du 16 Puis cette année, il était à 18,5. Fait que c'est un peu plus, mais déjà l'année passée, à 16, je trouvais que c'était élevé. Alors, Suzuki, s'il continue à jouer comme ça, puis avec ses mêmes responsabilités, ce serait intéressant de le voir l'année prochaine, mettons, avec un retour de Kirby Doc. Je pense que ça va être autour de 25-30 buts là, pour Suzuki. Ah, moi, je pense que Nick Suzuki, ça peut être 35, ça peut être Braden Point, 40 Aussi. buts, là. Mais c'est À quoi? 40, c'est gros, Ah ouais. Max, non? Ah non, hey, si on t'avait dit, il y a 6 ans que JT Miller ferait 100 points, que Zach Hyman ferait 50 buts, Je sais. même début vingtaine, que Mika Zibanejad deviendrait un joueur de centre qui fait du 90 points, tu sais, il ne faut pas oublier avec qui tu joues dans la vie. Et ça, pour moi, j'ai l'impression des fois qu'on le perd un peu. Mais je me suis fait poser une question super bonne Vas-y. aujourd'hui, Gonzo. OK. D'après toi, là, quand les choses vont être dites et que ce sera terminé, que Cole Caulfield et Nick Suzuki prendront un breuvage sur un patio dans 25 ans, Ah. qui va terminer sa carrière avec plus de buts? Oh. Hein? Ah, ouais. Hein? Cole Caulfield ou Nick Suzuki? Veux-tu, parce que moi j'ai eu le temps d'y Je, je- réfléchir pendant que tu y penses, veux-tu te dire où ma tête est allée, moi?
Où t'es allé? Puis mon pif ne m'a pas trompé parce que j'essayais de penser à des comparables. Tu sais, des coéquipiers qu'il y avait clairement un buteur identifié, puis pas plus un passeur, mais un gars un peu plus complet dans sa production offensive identifié. Puis je suis allé voir. Et des joueurs qui ont joué ensemble, OK? Joueur A 2 saisons de 50, 2 autres de 40, OK. 2 autres de 39. Tu sais, c'est pas mal 40. 4 de 40, ouais. Donc, tu sais, au total, 6 saisons de proche 40 et plus, là. Et joueur B a atteint le plateau des 30 buts, des 40 buts à 2 reprises, puis il avait touché le 40 et 43. Et pour le reste de sa carrière, il a fait une seule autre saison de 30 buts. Donc, 3 saisons de 30 buts, dont 2 de 40 versus 6 de 40 et plus. OK. Lequel des deux a marqué le plus de buts dans sa carrière? Ben, en raison de notre conversation et de ce que tu énumères, je vais dire le B parce que je ne tomberai pas dans le panneau. C'est le B parce qu'il a eu une bien plus longue carrière dans la Ligue nationale de hockey, et le buteur est tombé des nues un peu plus rapidement. Là. C'est Danny Hitley, Daniel Alfredsson. Ah ouais, OK. Si je t'avais dit vite comme ça, il pensait qui a marqué le plus de buts, j'aurais sûrement dit, j'ai tendance à dire Hitley, mais Alfredsson a joué plus longtemps. Ouais, et effectivement, Alfredsson a marqué une 50aine de buts de plus que Danny Hitley. Et je pense que ça va peut-être être ça. Moi, je pense que Nick Suzuki va marquer plus de buts parce que de un, il ne rate jamais de match. Je pense que Nick Suzuki est destiné à avoir une plus longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Et jusqu'ici, il est en avance. Il est le premier à atteindre 30 buts. Fait peut-être qu'au final, il va juste être un meilleur buteur. T'sais. Meilleur buteur, saison après saison, je pense pas, parce que le pain et le beurre de Caulfield, même si on dit que c'est un joueur transformé, pour moi, ça reste ses buts. Mais Suzuki, il y a un argument. Moi, mon choix aurait été Suzuki aussi. J'ai le même choix que toi, en raison de la longévité. Je pense que Suzuki est un gars, puis c'est pas pour dire que, mettons, Caulfield va être blessé plus souvent ou tout le reste, mais je vois Suzuki qui est un joueur qui est très cérébral. La rapidité n'est pas nécessairement sa première arme non plus. Donc, avec le temps, je suis sûr qu'il va bien vieillir. C'est un gars qui joue bien 200 pieds aussi. Fait que je le vois jouer plus longtemps, donc amasser plus de buts. Puis c'est pas comme s'il va en marquer 20 puis que Cole va en marquer 40, 50 à chaque année. Là. Si même il y a une différence de 5 à 10 buts par saison, ben je pense qu'en fin de parcours, Nick aura plus de buts. Mais c'est une bonne question, par exemple. Penses-tu que nos amis de mise au jeu l'an prochain vont oser arriver avec l'offre de Paris? Qui va marquer le plus de buts cette saison entre Caulfield et Suzuki? Je veux dire non. Tu penses pas? Moi, je pense que ben oui, mais après, oui, j'imagine. Si on leur demande, peut-être qu'on peut pousser un peu. Mais non, mais tu sais, pour s'amuser, mais la cote ne sera pas nécessairement. D'après moi, la cote ça va être Caulfield largement favori contre Suzuki. Largement? Un genre de 1,62-20. Écoute, si l'an prochain, dans quelques mois en fait, l'été prochain, à l'aube de la nouvelle saison, là, il y a cette offre de Paris-là et que Caulfield est favori, comme tu viens de dire là, moi je saute sur Suzuki. Je saute sur Suzuki. L'an prochain, Nick Suzuki, c'est 35 buts, 50 passes. Ah, tu vois, il y a un bon tir. Il va jouer en première vague en avantage numérique. Ce qui va changer, mettons, le fait que, tu sais, Slav joue d'un côté en avantage numérique, puis que Cole soit. Tu sais, Braden Point, c'est parce qu'il joue position bumper. Fait qu'il est capable de ramasser aussi beaucoup de points en avantage numérique, beaucoup de buts plutôt. Suzuki, je pense que ça va être plus des passes que des buts en avantage numérique. Moi, je pense pas. Sais-tu pourquoi? Parce que Slav maintenant est là et Slav est. Oui. Écoute, encore le but qu'a marqué Suzuki contre les Flyers jeudi soir, la passe sur réception, il a presque slappé sur Suzuki. Il sait qu'il est là et ça va donner 2 options de tir. Puis même Nick Suzuki, à son autre endroit de prédilection en avantage numérique, si jamais on le remet là, du haut des cercles des mises au jeu, il marque de là. Mais on ne le met plus là, Max, depuis que Slav est de l'autre côté, parce que ça donne une menace aussi à droite et à gauche. Oui, mais éventuellement, justement, plus le Canadien va s'améliorer, plus tu vas avoir des options de joueurs, puis plus le Canadien va peut-être. C'est pas tout le monde qui est Alex Ovechkin, puis qui passe 20 ans dans le bureau, les pieds sur le pouf, puis sans bouger, puis qui mange des Cheetos avant la game, comme on a vu cette semaine, puis qui marque ses buts. Là. Fait que je pense qu'il va avoir de la versatilité. Puis moi, honnêtement, je pense que Caulfield l'an prochain doit marquer plus de buts que Suzuki. Mais si autant favori, comme tu viens de dire, je sauterais sur Suzuki. Et d'ailleurs, on le dit, là, la projection présentement, là, avec les points d'hier et le 30e but aussi, s'il garde ce rythme-là, Nick Suzuki va terminer la saison avec 79 points. Présentement, la fourchette de 75 à 79 points donne une cote de 1,75. Si jamais il frappe le plateau des 80 points, on tombe à une cote de 2,75.
Ouais, moi, Moi, je je pense que trouve que ça en vaut la peine, le 2,75 versus le 1,75. 80 points, si c'est à ce rythme-là, ça va donner 79. Un petit match de 2 buts. On sait vers la fin de la saison, on va essayer d'engraisser les fiches aussi, possiblement, surtout pour un joueur comme 80 points, c'est une marque importante. Moi, je miserais sur 80 points. Mais je te relance une autre question, Max. ouais. On avait la discussion cette semaine et je suis curieux de t'entendre là-dessus. Nick Suzuki est le meilleur joueur de centre du Canadien de Montréal depuis. Vincent D'Anfous. Ou Pierre Turgeon, là, c'est parce que Pierre Turgeon, ça n'a tellement pas été long que. Qui est parti en premier? Turgeon est parti en premier. Oui. Bon, avec Vincent D'Anfous. Écoute. OK. Puis écoute, je vais aller plus loin que ça. Là. C'est même pas proche. Non, mais est-ce que c'est, la question, en fait, puis ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de bien des choses, ça dépend du palmarès de tous et chacun. Mais, tu sais, il y en a qui vont peut-être, puis on juge personne, là, mais il va y avoir du Koivu, il va y avoir du Plekanec. Et il y aura, on remonte encore plus loin avec Vincent D'Anfous. Puis il y en a qui vont monter jusqu'à Bobby Smith, il y en a qui vont monter à. Mais moi, je pense que depuis Turgeon et D'Anfous serait mon candidat. Parce que D'Anfous est resté plus longtemps. Ça a été une saison, 97 points, la meilleure saison de Vincent D'Anfous également. Donc, on a le même choix. Vincent D'Anfous. D'Anfous, c'est un gars qui est à cheval du temple de la renommée. À chaque année, il y a des campagnes pour essayer de faire entrer Vincent D'Anfous. Puis c'est pas comme si, tu sais, je sais pas, moi, on pourrait pas avoir, mettons, Caulfield, meilleur buteur depuis quand? Tu peux pas dire Kovalchuk, tu sais. Kovalchuk, c'est pas à Montréal qui a fait sa carrière. Ben, tu sais, il y en a qui disaient Ribeiro. Est-ce que tu mets Ribeiro là-dedans? On ne peut pas parler de Ribeiro parce que Ribeiro a joué à 2 saisons. Il à Dallas. Aussi. Il a fait une saison de 50 points à Montréal, Ribeiro. Et ça aurait plus que ça. Plus que ça. De mémoire, c'était pas 65 points. Ben ouais, mais il y en a eu une de même, si je ne me trompe pas. Là. Il n'y en a pas fait deux, tu sais. À Montréal, il y en a juste une. On l'a échangé parce que justement, Capitaine Crochet n'était pas capable de le sentir, Mike Ribeiro, puisque Koivu 65. Ben, c'est ça. Fait que, il a fait 51 sa dernière année à Montréal, c'est vrai. 65 et 51. Suzuki a déjà battu ça. Je suis d'accord. Puis, fait que Suzuki est en haut de Ribeiro. Suzuki est en haut de Koivu. Suzuki est en haut de Kovalev, pas de Kovalev, pardon, de Koivu. Il n'est pas encore en haut, pas de Turgeon, mais de D'Anfous, par contre. Non. Donc, il est le meilleur depuis D'Anfous. Faut quand même donner du respect à Vincent D'Anfous pour ce qu'il a fait à Montréal. Centre d'une conquête de la Coupe Stanley, capitaine éphémère à la fin de son séjour à Montréal. Donc, non, D'Anfous n'a pas fait la qualité de son parcours avec le Canadien, mais il en a fait une bonne partie quand même. Rappelez-vous quand même, Vincent D'Anfous venait de faire une saison de 89 points avec les Oilers d'Edmonton, débarque à Montréal 92-93, 97 points, gagne la Coupe Stanley. Fait que c'est toute une entrée en matière. Puis l'année suivante, c'est quand même une saison de 91 points aussi. Il y a eu une autre saison de 94 points. C'est des gros, puis c'est des grosses affaires. Puis est-ce que Suzuki va faire 100 points? Est-ce qu'il va le faire? Moi, je pense qu'il peut le faire, définitivement. Même chose. Même chose que je viens de dire, si on m'avait dit un jour que JT Miller ferait 100 points, je t'aurais dit que c'était un maudit malade. À pareil stade de leur carrière, je considère que Suzuki est en avance. Moi, Suzuki a vraiment, mais vraiment prouvé des choses cette année, pour moi. Énormément. Aucun passage à vide. Tu sais, son début de saison a été moins bon que la fin l'est, mais tu sais, il n'y a eu aucune longue léthargie. Il traîne l'équipe sur ses épaules. Puis Suzuki, sa plus grande qualité jusqu'ici dans sa carrière, c'est que peu importe qui tu mets à côté de lui, il produit. Ça marche. Il a mis Raphaël Harvey-Pinard, puis mes respects à Raphaël Harvey-Pinard. Là. Il a mis Raphaël Harvey-Pinard sur une moyenne de buts par match qui aurait donné 30 buts l'an passé sur le moment où il a joué avec. Même Josh Anderson, il a réussi à le faire produire à un certain moment, même si au total, ça n'a pas toujours bien été avec Josh Anderson. Fait imagine quand, moi je suis un grand partisan de c'est Slav maintenant, son vrai coéquipier, le vrai duo, laisser ces deux gars-là ensemble, puis quand tu vas avoir vraiment un bon top 6, quand ça sera plus aussi simple pour les équipes adverses que c'est on compte Nick Suzuki, tu sais, quand tout ça, là, ça va l'aider. Puis d'après moi, honnêtement, si tu me demandais Nick Suzuki d'ici 3 ans, tu sais, une saison de 100 points, je serais game d'aller pour le oui. Parce qu'on voit aussi qu'il y en a de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey et qu'il y a des surprises. Ma réponse du tac au tac, est-ce que Nick Suzuki est le prochain joueur de 100 points et le premier, il faut le dire pour rappeler aux gens, le premier depuis Mats Naslund chez le Canadien de Montréal à faire 100 points? Je te dirais non. Parce que Nick Suzuki amène beaucoup plus que juste des points au tableau. Puis il y en a à peu près une douzaine par année dans la Ligue qui font 100 points. Là, si on regarde mettons les 3 dernières années.
Donc, je vais dire non, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un gars qui va marquer le Canadien de Montréal. Tu sais. Est-ce qu'on a vraiment un joueur qui a un potentiel de faire 100 points pour le moment chez le Canadien de Montréal? Moi, je pense que non. Moi, je pense que oui. Nick Suzuki. OK. Nick Suzuki peut le faire. Puis l'affaire, c'est que si Nick Suzuki le fait, ben, tu sais, ça arrive souvent. Ça, tu sais, je veux dire, regarde, Ryan Nugent-Hopkins, dans le passé, a fait 100 points. Quand Ouais, tu as mais tellement de talent autour de toi, ben c'est non, ça. Il n'y a pas de quand tu as tellement McDavid de ou talent autour de Draisaitl toi, ici. Là. t'as pas de McDavid puis de Draisaitl, mais c'est la même chose. Elle t'aime pas. Est-ce que Braden Point est un gars de 100 points s'il joue pas avec Nikita Kucherov? Tu as plein de gars Possiblement comme non. ça qui se relancent les uns les autres. Fait que moi, je Non, mais pense là, que tu m'as si Nick nommé. Suzuki le fait, Attends. Là, tu m'as nommé Point. Puis Point, je trouve que Point a quand même plus de talent que Nugent Hopkins, mais là, tu prends deux équipes qui regorgent pareil. Là, tu sais, on parle de OK. Léon puis de Connor, puis on Ouais, parle de mais est-ce que Stamkos, Mikko Edman, Rantanen est un gars de etc. 100 points s'il n'est pas avec McKinnon? Bonne question. Bonne question. Tu vois, ben, ça dépend avec qui d'autre il joue. Il faudrait que tu me donnes une alternative, mais seul dans une équipe, Rantanen, il ne fait pas autant qu'il fait présentement. Reste que c'est Non. une méchante bête de hockey. Oui. C'est une bête. Mais en fait, moi, c'est drôle, hein, parce que il y avait eu des comparatifs Rantanen, Slavkovski, Ouais. tu sais, puis moi, Ouais, je ouais. voyais pas aucune méchanceté dans le jeu de Slav comme recrue. Je voyais beaucoup plus, tu sais, un gars qui pouvait peut-être se servir de sa portée, mais au-delà de ça, aucun aspect de power forward, à mon avis. Et cette année, écoute, encore hier Ah ouais. contre les Flyers, là, il y a un but qu'il n'a pas marqué. Que s'il avait marqué, pour Ah moi, ouais. ça allait être le plus beau but jusqu'ici dans sa carrière. Je me souviens plus c'est qui le défenseur quand il a baissé l'épaule, ouvert le bras, puis il est Ah coupé ouais, au il est centre pour se au donner toute centre. l'opportunité. J'ai fait Oh, d'où Jésus! Il y a maintenant ça dans son arsenal. OK, là, on commence à parler potentiellement de plus qu'un passeur gros bonhomme puis d'un Ah power non. forward. Écoute, Tu sais, c'est contre qui déjà qui s'était battu contre Buffalo il y a quelques mois de ça? En tout cas, moi, pour moi, là, je me on rappelle dirait que pas. ça s'est fait là pour Slav. On dirait qu'il a fait comme Hey, même dans la Ligue nationale, puis je suis un enfant, je suis quand même physiquement plus fort que bien Ben, du monde. On ouais, dirait mais que c'est de sa la cassure s'est faite confiance là. aussi. Tu Ben, c'est sais, ça. je veux dire, dès qu'on l'a mis avec Suzuki puis avec Caulfield, je pense qu'il y a une confiance. Puis là, on a vu comme la transformation sous nos yeux. Mais oui, je veux dire, coupe au centre, va au filet, gagne plus de batailles. Tu sais, parce que quand on l'a repêché, on disait que c'était quoi sa force première? C'était le contrôle de la rondelle et la protection de rondelle. On n'avait Oui. pas vu ça depuis le début. Maintenant, j'ai dit que Rantanen était une bête. Je ne veux pas faire la comparaison directe, mais Slav est une bête depuis un petit bout. Protection de rondelle, va au filet, confiant, contrôle, récupération, physique. Je veux dire, comme tu dis, c'est rendu un attaquant de puissance dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, au moment de l'enregistrement, là, nous sommes vendredi en début de soirée. Juraj Slavkovski a la plus longue séquence de matchs actifs avec au Ouais. moins un point, à 9, parce que celle de McKinnon a pris fin. Et si je ne me trompe pas, c'est la deuxième séquence du genre qu'il a cette saison. Fait que 2 buts, 8 passes, 10 points à ses 9 derniers matchs. Euh, j'ai très, très hâte. Tu sais, cette année, là, on en a parlé là, à quelques reprises, là, mais cette année, on a fait le saut quand on a vu le over-under à Euh, 39,5 au début de c'est ça, l'année. j'allais te dire. C'était Il y ça en ma avait question. même qui disaient que c'était lui mettre de la pression pour rien, qui avait critiqué les preneurs au livre, qui disaient que ça n'avait pas de sens. Fait que son over-under l'an prochain, il va-tu être à 59,5? Pour vrai. 69,5? Non, moi, j'allais te dire 59,5. Moi, 59,5 l'an prochain, je prends le over. Puis 62,5? 62,5, je prends le over. Écoute, Mais à si cette 69,5, j'hésite. année. Non, mais si cette année, il était à 39,5, puis que, mettons, dans la deuxième moitié de saison, c'est quasiment du point par match. Là. Ben oui, en ce Fait que moment, c'est là, sûr depuis, que l'année depuis 30 prochaine, matchs, il est à un pace de ben, 70. c'est sûr que l'année prochaine, c'est au-dessus de 60. Là. C'est sûr, je parle pas de sa récolte, je parle plutôt de la ligne, mettons, si on a à Ouais, dire, c'est au-dessus ou en au dessous, début de là, l'année. ça risque d'être un genre de 66,5 ou 67,5. OK? À 66,5 et à 67,5, je prends le over. Tu prends quoi? 67,5. Soit, je dirais en dessous. Ah, moi, je prends au-dessus. Je prends au-dessus parce que je vais prendre 2 paris. Ben, pas au sens propre, là, mais je veux dire, dans ma Hey, réflexion, là, Max, il je fait vais prendre 30-30, là, puis je veux dire, tu sais, c'est. je prends le pari qui demeure avec Suzuki, puis je prends le pari que Kirby Doc est en santé. Ouais. Ajoute à ça un potentiel autre joueur de top, je sais pas, un Etchatch, un Zegras. Tout est possible. La beauté de la chose, c'est qu'on a beaucoup de temps devant nous avant de prendre la décision. Hein? Vous avez le temps de vous fixer un budget. Vous avez le temps également de pouvoir penser à tout Ouais. ça. Et on vous le rappelle, c'est un jeu de hasard de toute façon. Hein? Fait que
C'est la bonne nouvelle dans le cas de Slav. Mais j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte de voir ce sera quoi l'année prochaine. Puis on parle de Slav. On pourrait faire l'exercice avec Suzuki puis avec Caulfield. On le fera la semaine prochaine, si tu veux bien. Moi, j'ai une Un balle petit cool mot. j'ai une balle Ah cool ouais? pour toi là-dessus. Ouais. Vas-y. Fait que je ne sais pas s'il va y avoir une offre là-dessus, là, mais over-under l'an prochain, nombre de matchs de Caden Primo, over 34,5 ou under 34,5? 34,5? Ouais. Hmm. J'essaie de réfléchir à ça hier, là, puis je me dis, ça En va être quoi dessous. le chiffre magique? En Ah dessous. ouais, hein? En dessous, mais la ligne est bonne. La ligne Est-ce que est tous très les autres bonne. sont à Monty? Mettons qu'il n'y a pas de blessure. Là. Mettons que tout le monde est en santé. Ouais, Là. ouais, ouais, ouais. Fait que tous Ouais, les autres à Monty. Fait en dessous ben, de. Fait que- s'il y a donc pas, une je veux dire, cinquantaine de matchs pour Monty. 35-47. Ouais, mais si tu Fait as que, pris en mettons, dessous. Fait que mettons qu'il arrive à ouais. 33, 49, 50 Mais ce matchs. serait proche. Tu sais, j'en donne, mettons, un 32, 33. Fait que, tu sais, c'est très proche. Mettons que c'est pas l'offre sur laquelle je me garrocherais, tu comprends? Parce que les blessures, les séquences, le C'est ça. calendrier, le ci, le ça. L'année prochaine, ça va être une année un peu particulière aussi, là. Avec le tournoi dans la saison, puis Ouais, c'est vrai. fait qu'il Moi, je faudrait pense que ma ligne voir. est bonne, par contre. Ben oui, la raison pour laquelle j'hésite, c'est parce qu'elle est très bonne. Si tu m'avais dit 41, je te disais en bas. Si tu m'avais dit 30, je te disais en haut. Parce qu'à Fait moins d'une catastrophe au camp d'entraînement, je pense que l'an prochain, la saison va débuter avec du 2 pour 1. 2 matchs de Monty, 1 de Primo, peut-être ici et là des 1-1 dans un 2 en 2, mais 2 pour 1. Et en fonction des performances, peut-être qu'au fil de la saison, on va y aller vers ah, ben Primo, il a fait un jeu blanc. On n'a pas un 2 en 2, on vient avec Primo. Hop, OK, là, maintenant, c'est Monty. Il va OK, peut-être mais avoir c'est du 2-3. au-dessus ou en dessous pour toi? Mettons que si tu avais y aller, le 34,5, tu prends au-dessus ou en bas? Je vais prendre le under, mais à 34, justement. C'est Je ça. pense vraiment que ma ligne est bonne, pour vrai. Non, Je non, pense écoute, vraiment que ça va être proche. je les lance, les fleurs, là. Prends-les, là. C'est une bonne ligne. Non, mais c'est une bonne ligne. Parce que je sais que si tu l'avais modifié un petit peu, j'aurais peut-être modifié ma réponse. Ouais, ouais. Hein, t'imagines les gens là-bas. Les gens mis au jeu font ça au quotidien. C'est lourd comme travail quand Les même. pieds sur le bureau à réfléchir à ça, c'est incroyable. Mais là, Toi, on parle du vendredi de Pâques. Là. Penses-tu qu'il y a beaucoup de gens dans les bureaux pendant qu'on fait ce show-là? Il faudrait appeler, voir s'il y a beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on travaille, nous, d'ailleurs? Ça n'a pas de bon sens. Il passe ses messages pendant le show. On vous salue, bien sûr, notre belle gang. C'est-tu caché double, ça, aujourd'hui, Gonzo? Je pense à ça. Ah, c'est vrai que c'est timé habituellement, au moins. On va négocier ça pour l'année prochaine. C'est un combo qu'on est en train de faire. Là. Une émission et une émission en congé férié. OK. Max, les luttes sont belles. Les luttes sont belles en fin de saison, pour vrai. Puis on va les faire au cours des prochaines semaines. Mais on regarde autant pour les séries éliminatoires que pour les trophées, que pour le trophée du président, que pour le Hart Ross, le Hart, le Norris et compagnie. Allons-y cette semaine on n'en a pas parlé encore, puis vous pouvez aller fouiller là, sur le site de Mise au jeu plus et miseaujeu.com parce qu'il y a encore tous les paris là, pour les équipes qui vont participer aux séries, oui ou non. L'équipe qui va accumuler le plus de points, puis même les divisions du gagnant de la Coupe, l'association, est-ce que ça va être une équipe canadienne? Puis vous pouvez varier sur les différentes divisions aussi. Max, est-ce que tu te rappelles d'une saison où il y avait autant d'équipes dans le dernier droit dans une lutte pour le trophée du président? Non. Non, puis je me souviens pas d'une telle lutte pour le trophée des présidents. Je me souviens pas d'une telle lutte pour le trophée Art Ross. Corrige-moi si. Ben non, il y a les Canucks. J'allais dire, même les 4 divisions sont encore prenables. Là, je vais être extrêmement surpris si les Canucks ne gagnent pas la division. Fait qu'on va... 3 divisions sur 4 sont très prenables. Non, je me souviens pas de ça. Puis. Mettons, là, 7 équipes pour 5 points de différence. Et là, il y a une différence de match des fois un peu, là. Mais 7 clubs pour le trophée du président. Habituellement, c'était 2, 3 maximum. Mais là, 7 clubs. Mais sais-tu qu'est-ce que je trouve drôle? Présentement, ce sont les Rangers qui mènent, encore une fois, à l'heure de l'enregistrement, là, 1 point devant les Stars. Et on dirait que on manque de respect envers les Rangers cette année. J'entends très peu de... Tu sais, les Hurricanes sont maintenant à égalité pour les favoris pour gagner la Coupe Stanley. Ils sont 2e dans la division. Je sais pas, moi, je trouve qu'on manque beaucoup de respect en ce moment aux Rangers de New York. Il faut dire une chose. Les Rangers de New York ont eu un son encore à cette heure-ci sur une séquence phénoménale depuis la pause du match des étoiles. Mais Shesterkin y est pour beaucoup. Les statistiques avancées démontrent que les Rangers n'ont pas été aussi bons que leur fiche et que Shesterkin y a été pour beaucoup. Mais le contre-argument à ça, Gun, c'est que plus tôt dans l'année, c'était le contraire.
tu avais une très bonne fiche, malgré le fait que ton gardien de calibre Vézina n'était pas lui-même. Fait que ça, pour moi, C'était quick. ça fait peur. Ben oui, mais ça fait peur pour les autres équipes parce que là, en ce moment, Shesterkin est de retour sur une petite période un peu plus compliquée et les Rangers gagnent quand même. Victoire en prolongation au Colorado. Ah oui, ça, c'était un gros match. Il a fini quoi avec 39 arrêts, je pense 9,75 de pourcentage. Puis d'ailleurs, la séquence de McKinnon à la maison s'est arrêtée à 35. Mais c'est drôle parce qu'on parlait avec Pierre Lebrun cette semaine, puis il nous parlait d'une discussion qu'il y avait avec Martin Brodeur, puis il parlait des gardiens de but. Puis même Martin Brodeur disait on vit dans une époque où c'est en train de se transformer, les réputations, le nombre de matchs, le rendement. Venant de la part de Martin Brodeur, c'est quand même assez spécial. Puis c'est un gestionnaire encore dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont fait l'acquisition, pareil, de 2 gardiens de but à la date limite des transactions. On rentre dans les séries cette année, puis il y a des gardiens de réputation, il y a des gardiens qui, c'est en raison de la saison, mais c'est pas clair le rendement que tu vas avoir de tous les gardiens de but là, dans les séries éliminatoires cette année encore. Ben, honnêtement, au moment où on se parle, là, avec les équipes présentement en série, là, excluons ceux qui sont à l'extérieur, là, pour vrai, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 gardiens que je suis confiant qu'ils débuteraient et finiraient les séries, peu importe ce qui arrive pour leur équipe. Fait que même pas la moitié. Puis dans ces 6 gardiens-là, c'est pas les 6 qui ont eu des saisons top. Non, parce que j'y vais. Tu sais, mettons, Vasilevski ne sera jamais tassé. Ben non. Jake Ottinger ne sera pas tassé. Mais tu vois, cette saison d'Ottinger, pas super pour vrai. Ouais. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Quand j'ai fait un thumbs up, pour ceux qui sont en format vidéo, il y a un pouce littéralement qui est apparu dans mon écran. Y a-t-il de l'intelligence artificielle là-dedans? Non, ça arrive souvent. Ça arrive souvent maintenant, ouais. C'est vrai? J'ai Ouais, jamais quand vu tu ça fais de un ma pouce, vie. regarde, sûrement ça. Bon, moi, je suis trop proche de la caméra, là, mais si je le fais comme ça, des fois, ça pop. Ouais. J'ai fait le saut, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est quoi cette affaire-là dans mon écran? OK, boomer. Non, au contraire, le TDA, j'ai embarqué sur un moyen temps. Non, mais bref, tu sais, Jake Ottinger n'a pas une grosse saison, j'ai confiance en lui pareil. André Vasilevski, moi, en fait, pour revenir sur le trophée des présidents, là, j'y vais avec les Rangers de New York, mais pour poursuivre sur les gardiens de but, il y a une chose qui me fait peur si je suis un détracteur du Lightning. Qu'André Vasilevski fasse Carey Price 2021. Souviens-toi de Carey Price en saison 2021, dans le négatif pour les buts sauvés, blessé pour conclure l'année. C'est Jake Allen qui amène l'équipe en série. Et qu'est-ce qui se passe en série? Vintage Carey était de retour. Bon, parce qu'il savait que sa carrière allait peut-être finir là. Il a tout laissé. Mais s'il y a un gars qui peut faire ça après une saison plus qu'ordinaire, blessé en début d'année et revenir en force, c'est le Big Cat. T'imagines-tu s'il dépasse Toronto au 3e rang, commence les séries contre les Panthers parce que les Bruins gagnent la division et sortent les Panthers au premier tour? Avoir des braquettes aux poubelles n'est pas à peu près. C'est ça qui est cool cette année, je trouve. C'est que autant les équipes pour rentrer dans les séries, c'est pas encore fait, qu'autant on ne connaît pas nécessairement encore les match-ups. Là, on regarde, on parle de Toronto puis du Lightning, on pourrait parler de Vegas, puis là, hier, ça a changé avec les Kings aussi. C'est pas tout à fait clair encore. Fait que je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun pour le partisan, puis je trouve ça le fun pour la santé de la Ligue aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Okay. Puis moi, je tiens à dire qu'en ce moment, je prendrais probablement Tampa pour gagner la première ronde. Ça ne pèterait pas mon bracket. Contre la Floride? Ah oui, c'est pas mal la Floride puis Tampa. Ils sont tout feu, tout flamme. Je sais, mais t'es envoyé en finale de la Coupe Stanley il y a une couple de semaines, non? Oui, mais les choses vont vite dans la LNH comme ça. Quand on dit prenez votre temps, prenez exact. votre temps. Prenez votre temps et c'est pas terminé. Les calendriers les plus avantageux là, dans ceux qui sont dans une lutte pour le trophée du président, je vous dirais Caroline, Rangers et Floride. Ce sera Rangers. C'est les trois qui ont le calendrier le plus favorable. Toi, ce serait qui ton choix? Je pense que ça va être les Rangers. Les Rangers ont vraiment un calendrier là, qui... Caroline, il reste 2 matchs contre Boston. Les Rangers, c'est Coyotes canadiens, Sénateurs, Pittsburgh, 2 fois Islanders puis Devils. C'est pas beaucoup. Là. Puis, la Floride, c'est vraiment, je pense, les 2 matchs contre les Leafs aussi. Tu as un match contre Boston. Mais c'est comparable. C'est comparable. J'ai parlé des trophées, Max. Trophée Norris, on n'en a pas beaucoup parlé cette année. D'ailleurs, vous pouvez parier sur le trophée Norris sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Et vous allez dire, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire. Surtout si vous êtes dans le camp Quinn Hughes. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui peut enlever le trophée à Quinn Hughes, à ton avis? Oui, puis c'est pas le deuxième favori.
Ce n'est pas Ah Cale Makar non? qui est deuxième favori. Pour ceux qui écoutent en format vidéo, vous le voyez. Pour ceux qui sont en format audio, là, Quinn Hughes est largement favori à 1,13. Cale Makar deuxième à 4,25. Roman Josi à 20. Et là, après ça, Bouchard 35, Edman 50, tout autre joueur 40. Non, Gonzo, la façon dont c'est en train de se terminer cette saison-là pour les Prédateurs de Nashville, c'est Roman Josi. C'est Roman Josi qui a Wow! le potentiel pour moi de déloger Quinn Hughes. Il est maintenant rendu à 76 points. Il est, et de loin, à mon avis, il y aura un argument pour Philippe Forsberg, là, mais il est le MVP du côté des Prédateurs de Nashville. Et sais-tu qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est que j'écoutais le 32 Tots podcast en début de semaine avec, bien sûr, Elliot Friedman et Jeff Marek. Là. Puis Friedman m'a surpris en disant que, tu sais, lui, il parle à beaucoup de DG et tout ça, et des gens qui ont des votes pour les différents trophées. Puis il dit Roman Josi, de la façon dont les Prédateurs jouent en ce moment, va avoir des votes au Hart. Pas au Norris, au Hart. Wow! Et, Heart! ouais, et il a dit s'il y a un joueur qui peut tasser les trois autres, là, dont on ne cesse de parler pour le Hart, puis s'inscrire, puis carrément être nommé, c'est Roman Josi. Ben, voyons donc. Puis, effectivement, dans la séquence des Prédateurs, Roman Josi a été complètement sensationnel. Même Ouais. encore dans la défaite face aux Coyotes, il y a 3 points. La dernière fois qu'il n'y a pas eu de points, c'est le 9 mars dernier. C'est un gars qui a la réputation. OK, dans un plus petit marché à Nashville, mais il a déjà gagné un Ben trophée oui. Norris. Je vais être honnête. Je pense que c'est dans la poche pour Quinn Hughes parce qu'il a été le meneur trop longtemps cette année. Mais s'il y a un gars qui peut le déloger, pour moi, c'est Josi. Je trouve ça super intéressant. De un, l'écart, je veux dire, ils font, là, comme ça n'a aucun sens, parce que fut un temps où Makar et Hughes étaient loin devant, puis tu as montré les cotes. Je veux dire, il n'y a pas d'argent à faire avec Quinn Hughes. Si à la maison, vous vous dites que c'est Quinn Hughes qui gagne, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Par contre, si vous pensez qu'il est aussi capable de poursuivre à ce rythme-là d'ici à la fin de la saison et qu'il termine devant, parce qu'on sait souvent que c'est le meilleur pointeur, malheureusement, mais pour le reste... Ça, c'est une fausse perception. Hein? Ben, j'ai fait la recherche cette semaine. C'est arrivé 3 fois dans les 10 dernières années seulement que le meilleur pointeur chez les Defs a gagné. Carlson, l'année passée, c'était ça pareil. Là. Puis souvent, c'est Carlson. Fait que c'était 2 fois Carlson puis 1 fois Brent Burns. Sinon, c'est souvent le deuxième. Très souvent le deuxième. Puis Drew Doughty, 5e, l'avait gagné. Mais maintenant, on va regarder plusieurs... Moi, je suis tellement content qu'on regarde plusieurs aspects aussi. Tu sais, on va regarder souvent le temps de jeu, on va regarder le plus et moins, on va regarder le reste. Fait que, tu sais, présentement, Quinn Hughes est à 81 points, Makar 78, puis il est aussi à 76. Il y a 5 points de différence. Regarde la cote de 1,13 versus le 20 contre 1. Ben, il y a bien plus de potentiel dans le 20 contre 1. Puis en plus, c'est un gars qui a une réputation qui est super à travers la Ligue nationale de hockey. Pour vrai, ça n'a jamais été aussi payant de ne pas aller voir U2 pour une équipe de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Pour les gens qui se posent la question, on a annulé la sortie pour aller voir U2 à Vegas parce qu'on n'aimait pas ce qui se passait. Et par la suite, les Prédateurs ont été 16-0-2 avant de perdre le match contre les Coyotes. Donc, vous voyez, je m'excuse à tous les fans de U2 à la maison. Aller voir U2. Mais c'était la preuve. Ouais. Mais ce qui va aider Quinn Hughes cette année, c'est que, tu sais, souvent, les défenseurs, entre guillemets, strictement offensifs qui gagnent le trophée, Carlson, Brent Burns, tu vas regarder les statistiques, même traditionnelles, qui démontrent des moins bons en défense, que moi, je trouve une statistique complètement surestimée, là, mais le plus et moins. Ouais, mais il est là pareil. C'est ça. Quinn Hughes, il est plus 34 cette année. Fait, plus 39. 39 même, bon. Fait que c'est dur d'arriver avec un argumentaire. Il faut vraiment que tu arrives dans les statistiques avancées et tout ça. Puis j'ai fait le saut. Cale Makar, habituellement, pour un défenseur offensif, est un bon défenseur défensif. Il y a des grosses minutes contre les meilleures équipes adverses. Il y a des départs en situation défensive et tout ça. Et cette année, on a un peu plus protégé Cale Makar. J'ai vu ça passer cette semaine. Là. La grande majorité de ses débuts de séquence sont en territoire offensif. Il a moins de points ajoutés par présence par rapport à un défenseur ordinaire parce que c'est tellement McKinnon qui drive cette année que... Cale Makar bénéficie tellement de jouer autant avec McKinnon, c'est ironique, que lui, ses statistiques avancées en sont amoindries un peu, alors que Quinn Hughes, cette année, moi, ça me surprend. Là, je t'avoue que j'ai plus de difficulté à regarder les Canucks tellement il joue tard, là, mais ses statistiques avancées cette année démontrent de bonnes statistiques défensives, ce qui m'impressionne un peu. Martin Saint-Louis dirait il a des touches. Alors, vu que McKinnon a beaucoup de touches, ça en enlève à Makar. Et Quinn Hughes, dans la structure et dans la manière de faire chez les Canucks, il a beaucoup de touches et il transporte beaucoup la rondelle.
Alors, de là, peut-être aussi les statistiques avancées, mais je suis d'accord quand même. On vous parle de valeur, de risque et de tout le reste. Le plus 39 de Quinn Hughes va peser beaucoup dans la balance parce que Hughes, McCarr et aussi, c'est des temps de jeu qui sont très comparables, tout près des 25 minutes. Puis même dans le plus et moins, je veux dire, on est à plus 16 et aussi plus 17 McCarr, mais c'est le plus 39 à Quinn Hughes qui est assez impressionnant. Alors, moi aussi, je pense que c'est Quinn Hughes qui va le gagner, mais il reste 20 matchs. Ben, il reste 20 matchs. Il reste 10 matchs plutôt maintenant. C'est fou comme ça fond, ça va vite. Mais si Yossi continue jusqu'à la fin, la valeur du 20 fois la mise, je serais game de te suivre pour une petite mise. Surtout, tu sais, imagine si les prédateurs, je ne sais pas moi, devancent les Jets. On monte troisième dans la centrale. Il y a une Eh trame boy. narrative comme ça qui peut se bâtir, puis souvent c'est ça, hein, ce sont des trames narratives. Puis on a eu Oui, des d'ailleurs. surprises dans le passé, des fois, là, de tu sais, moi je me souviens l'année de John Carlson, il avait terminé premier compteur, puis il n'avait pas, chez les défenseurs bien sûr, pas gagné le trophée Norris. Puis tu sais, il y avait un peu, toute l'année, c'était comme, ah, on va le donner à Carlson, puis il n'est même pas bon en Ouais. défense. Finalement, il ne gagne pas, tu sais. L'an passé, les 100 points de Carlson, l'autre, Eric, de son prénom, Ouais, avec un ça, cas, je c'est. pense que ça a été trop gros pour ceux qui votent, là, pour les électeurs, pour ne pas lui donner. Mais cette année, je pense que même s'il est premier marqueur, Quinn Hughes, il le mérite. Ouais. Et on va mettre une petite pression pour faire une petite catégorie sur le Jack Adams. On en reparlera dans les prochaines semaines. Ce serait le fun parce que ça aussi, il y a énormément de candidats. Puis à travers tous ceux dont on a parlé cette semaine, là, je pense qu'il y aurait une belle courte liste même pour un top 5 pour le Jack Adams. Max, on va faire le week-end du Canadien de Montréal et sa semaine. Le Canadien de Montréal qui vient de remporter 3 matchs consécutifs. Euh, Impressionnant. ben oui, impressionnant, oui, mais des points qui veulent. C'est incroyable. On est en reconstruction. Ces points-là Grinch. sont néfastes. Sont néfastes Le pour le Grinch. repêchage. C'est pas grave. Samedi, c'est le retour à la réalité contre les Hurricanes de la Caroline. Tu vois quoi, toi? Un Canadien plus 1,5. Le Canadien aime jouer au trouble fête. Les Hurricanes, ils ont une raison de jouer. Ils ne vont pas jouer ça de façon sur le nerd, sur le cruise control, parce qu'eux, ils veulent devancer les Rangers à la division. Mais je pense qu'un Canadien plus 1,5, encore une fois, je m'attends à Monty devant le filet, tout le temps Ouais. faire attention, mais je m'attends à Monty devant le filet. Il a été sensationnel contre l'Avalanche. Le Canadien va encore une fois jouer les troubles fêtes. Je pense pas qu'on gagne. J'ose pas aller là, mais un Canadien plus 1,5, et ça rentre ces temps-ci. Ouais. Le CH plus 1,5 est le fun. Si j'avais à choisir qui va gagner, je prendrais la Caroline, par exemple. Parce que la Caroline est une bonne équipe sur la route. La Caroline est 7-2 à ses 10 derniers matchs. Puis depuis l'arrivée de Ganzo puis Kuznetsov, ben, c'est comme s'il avait accédé à un autre niveau. Tu as deux attaquants top 6 qui débarquent aussi. Seth Jarvis est en feu complètement. Si j'avais regardé les paris de joueurs, j'irais vraiment du côté. Soit Ganzo, je pense qu'il est 14 en 10, Ganzo, avec la Caroline. Ou Exact. sinon, Seth Jarvis. Seth Jarvis, c'est fou. Là, je veux dire, c'est quasiment un but par match à ses 12 derniers matchs. Je pense que c'est 11 en 12 pour Jarvis. C'est une grosse saison pour lui. Alors, j'irais peut-être dans les paris de joueurs m'amuser un peu avec la Caroline. Parce que, tu sais, c'est le fun, le Canadien 1,5. Ça rentre tout le temps, mais il n'y a pas de plaisir. Ça devient redondant. Je trouve qu'on le prend tout le temps, le Canadien, parce que ça rentre. Puis souvent, c'est payant, puis c'est le fun. Mais là, j'ai le goût de faire différent. Non, mais le plaisir, c'est de gagner. Le plaisir, c'est de gagner. C'est vrai. OK, je vais prendre un total d'arrêt de Samuel Montembeau d'un plateau de 25 arrêts. T'amènes le plateau là, avec 25 rondelles, là, 25 arrêts. Non, 25 c'est bon. 25 c'est bon en combo. Avec un Canadien plus 1,5 combiné à 25 arrêts de Monty. Qu'est-ce que tu vois pour la semaine du Canadien de Montréal? Ça va être une semaine mardi à la maison contre les Panthers. Tu l'as dit, les Panthers qui ont un peu de difficultés, mais en même temps, tu sais, pour le Canadien de Montréal, tu affrontes des équipes aussi pour qui il y a encore un enjeu. Exact. C'est ça qui est. C'est ce que j'aime en ce moment du calendrier. Je le regardais aujourd'hui. Tu sais, as des matchs que tu te dis que cette équipe-là va être sur le cruise, mais non, parce que les équipes en haut ont tellement à jouer pour. Ouais. Alors, tout le monde a encore à jouer pour. Alors, c'est intéressant. Je pense par contre que les Panthers, ça va peut-être être difficile. C'est une équipe contre qui le Canadien a de la misère. C'est un style d'équipe contre qui le Canadien a de la misère. Alexander Barkov, qui a une saison sensationnelle, encore une fois, à l'ombre des palmiers. Puis, il y a beaucoup d'équipes qui ont envoyé le gardien numéro 2 dernièrement face aux Canadiens. Et bien, c'est pas un si gros désavantage que ça pour les Panthers parce que Anthony Stolarz a une saison sensationnelle. Il me fait penser à Ray Emery, Dieu ait son âme, l'année où les Blackhawks ont gagné la Coupe. La saison est courtée. Il y avait des statistiques là, aussi bonnes ou presque que Corey Crawford. Vu que c'était une courte saison, il avait joué peut-être juste une quinzaine de matchs, mais il avait pratiquement pas perdu. Ça me fait penser un peu à ça, Anthony Stolarz. Donc ça, c'est un cas là, où peu importe qui va être devant le filet pour les Panthers, je vois une victoire de la Panthère.
Ouais, moi aussi, je te suis là-dessus. Ça risque d'être Stollers, tu l'as dit, parce qu'il a déjà eu le filet contre le Canadien aussi, puis il est souvent là contre les équipes de bas de classement. Puis également, les Panthers sur la route, c'est 9 défaites à la réglementaire. Fait que c'est une équipe qui est excellente sur la route pour les Panthers. Même si c'est seulement 3 victoires dans leurs 10 derniers matchs pour les Panthers, je les vois rebondir, je les vois refaire quand même une bonne fin de saison. Alors, je ne serais pas game d'aller chez le Canadien de Montréal pour le match contre les Panthers. Et également, cette lutte pour les Panthers, pour le trophée du président, pour même le premier rang avec les Bruins de Boston, je vais prendre les Panthers. Jeudi, à la maison, contre l'autre club de la Floride, puis un autre club qui lui aussi est dans une lutte, on le disait, contre Toronto, Tampa Bay. Le Lightning va bien et je vais faire de la peine aux partisans du Canadien, Gonzo. Pourquoi? Nikita Kucherov, au moins 2, puis j'oserais quasiment un 3 points de Nikita Kucherov contre le Canadien. Ouais. Ah ouais. Il OK. scout contre le Canadien, Nikita Kucherov. C'est vrai qu'il est souvent là. Tu vois, moi, la différence aussi avec Kucherov, c'est quand même la différence avec Braden Point aussi. C'était au-dessus de 40 points encore cette semaine. Mais Kucherov, là, seulement 2 points ces 3 derniers matchs. Là, il ralentit, Max. Il ralentit. Ouais, mais il y a 5 points, 2 buts, 3 passes en 3 matchs contre Montréal cette année. Je pense qu'il va amener ça à 8 en 4. OK, je t'amène avec un pari encore plus payant. Je l'ai vu cette semaine autour de 4,25 ou 4 fois la mise. Un but d'Anthony Duclair à Montréal avec son nouvelle équipe. Oh! Va très bien. A de belles responsabilités là-bas. Marche bien aussi à Tampa Bay. Puis c'est 5 buts en 8 matchs. Donc un but de Duclair. Regardez ça, là, c'est autour de 4 fois la mise. C'est bon, ça. Ouais, j'aime ça, Duclair. J'adore Anthony Duclair. Je suis tellement content pour lui qu'il soit sorti de sa nausée et qu'il brille avec Tampa en ce moment. Mais. Puis c'est encore une fois, tu sais, d'essayer de flairer la bonne aubaine pour un gars comme Julien Brisebois qui était un peu menotté parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à donner. Tu sais, lui, il arrive au marché aux puces, il n'y a pas grand-chose à la table, malheureusement ou heureusement. Non, il y a beaucoup sur la table. Lui, il n'y a rien dans les poches. Il y a du change. Ouais, mais non, mais je parle, il ne vend pas grand-chose. Il n'y a rien sur la table. Il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus rien à vendre, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de choix. Je comprends. C'est juste que le portefeuille il est plein. Le portefeuille dans la poche arrière, il est plein, mais il ne reste plus rien sur la table. Portefeuille lourd, Julien Brisebois. Max, CF Montréal et cette reprise ce week-end, ça va faire du bien. Un CF avec un superbe début de saison. On attend bien sûr l'ouverture locale dans quelques semaines. Mais là, c'est le DC United qui collectionne les matchs nuls aussi. Tu vois quoi pour ce match du week-end où le DC United est favori à la maison? Moi, ce que j'aime le plus, c'est les deux équipes vont marquer. Les deux équipes ont marqué 8 buts jusqu'ici cette saison. Mais écoute, je comprends que des fois, quand une équipe dont on ne s'attendait pas à grand-chose, un bon début de saison, que c'est long avant que les cotes s'ajustent, là. Mais 1,77 la cote pour la victoire de DC, 4 la cote pour la nulle et 4,25 la cote pour le CF Montréal. Moi, je vais oser à deux issues, le double change, je pense qu'on appelle là, sur le miseaujeuxplus.com. Donc, victoire ou verdict nul du CF Montréal, ça te donne encore un 2,05. Max, et les deux équipes marqueront. Ah non, mais écoute, à 2,05, écoute, Montréal était à un carton rouge niaiseux de Raheem Edwards, des arbitres de remplacement qui n'avaient pas leurs lunettes et du vent de Chicago, d'une victoire ou d'un match nul. Là, encore une fois, là, on est encore allé chercher une avance de 3-1 sur un terrain adverse. On est conquérant présentement. La pause, c'était pas réellement une pause. Là. Il y en a qui sont partis en équipe nationale, mais les autres s'entraînaient. Là, a permis à plusieurs de soigner de petits bobos. Alors, je m'attends à un Dominique Yankov sur le terrain pour débuter la rencontre. Coccaro, si jamais on peut, ça peut être le moment où Joseph Martinez arrive. Moi, j'ai tellement hâte de voir ensemble Coccaro, Martinez et Yankov parce que clairement, il y a une connexion Martinez-Yankov. On l'a vu dans le dernier match. Puis je trouve que Coccaro est le parfait type pour jouer avec Martinez qui va chiller. Coccaro va faire suivre tout le monde en courant. Martinez va compléter. En tout cas, on verra là, qu'est-ce que ça donne là, du côté des Pépins. Mais sinon, je pense que Montréal a encore une victoire ou un nul en banque. Et j'écoutais Laurent Courtois cette semaine qui disait lui aussi hâte d'en donner plus à Martinez. Mais tu sais, graduellement, on essaie de lui en donner plus. Puis tu sais, t'as l'entraînement, t'as la pelouse, t'as l'historique, t'as tout le reste. Donc, on veut qu'il prenne ses aises et que graduellement, on accède à un prochain niveau. Mais jusqu'à présent, là, c'est vraiment beau ce qui se passe chez le CF. Et j'ai le même choix, Max. Je pensais pas que tu allais le prendre, mais j'ai nul ou victoire du CF Montréal. Puis c'était même à 2,10 ce matin. Alors, ça a peut-être bougé depuis. Mais je trouve que c'est bien. On parle également du fait que le DC United collectionne les nuls. C'est quand même 3 matchs nuls en 5 matchs aussi
Pour eux, c'est une équipe qui pourrait jouer les troubles fêtes, mais en même temps, je trouve qu'on se le garde bien. C'est une cote qui est relativement intéressante à 2,10 et il y a de bonnes chances. Là. Vous prenez quand même 2 résultats sur 3 dans la rencontre. Donc, 2,10, moi, je suis très à l'aise avec cette cote-là du week-end pour le CF Montréal contre le DC United. Bon match à tous à la maison. On vous le rappelle, miseaujeu+, pour tous vos paris. Vous fixez un beau petit budget. Ce sont des jeux de hasard, encore une fois. Et on est bien heureux de pouvoir vous accompagner semaine après semaine et essayer de vous aiguiller ou vous jouer dans la tête comme ça pour vos paris à chaque semaine. Hein? Max, 24 avril. 24 avril, on aura plus de détails la semaine prochaine. On ouvre le calendrier et on se prend une note. Le combo en direct au bar Le Valais du Casino de Montréal le 24 avril prochain. Venez nous voir. On présente l'émission devant vous, puis après ça, on écoute le hockey. C'est pas pire, ça? Oui, puis vous pouvez faire vos prédictions en plus. Venez vous asseoir. Ouais. Allez vous abonner à la chaîne YouTube du Combo et sinon, on est sur toutes les autres plateformes. Désolé, là, des fois, on fait des références. Je le fais souvent, Max, je le sais, là, des références qui sont plus visuelles qu'auditives. Alors, ceux qui nous écoutent sur Spotify et toutes les autres plateformes audio, on vous salue. On vous salue, vous aussi. Puis vous ne voyez pas nos faces au moins, fait que vous êtes correct. Hey, bon week-end, Max. Bonne chasse au Coco de Pâques. C'est ta première? Ben, en tant qu'adulte. Depuis que tu étais tout petit, là. Ouais, c'est ça, OK. Depuis que tu es adulte. Oui, ce sera ma première chasse au coco. Alors, profitez-en également à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye.